et 9, et 10, et 11 recyclent avec 974 Foot, premier centre VHU triplement certifié ISO à La Réunion, pièces détachées de toute marque. Bonsoir, 9-4 foot de ce week-end. Pas de championnat au programme. Place était donnée au 8e de finale de la Coupe de France régionale avec, vous le savez sûrement, deux poules, la poule A et la poule B. 8 matchs d'un côté, 8 matchs de l'autre. On en a choisi un de chaque côté. Vous savez sans doute aussi que les équipes de première division ont été protégées dans ce tirage au sort. En plus, elles ont reçu leurs adversaires. Donc au final, il n'y a pas de véritable surprise au terme de ces 8e de finale dont on va vous parler tout à l'heure. Mais tout d'abord, on va aller à la rencontre d'un invité qui n'est pas sur notre plateau, mais que nous avons rencontré cette semaine. Il s'agit de Jean-Marc Nobillo. Jean-Marc Nobillo, que les anciens footballeurs connaissent sûrement, puisqu'il était à La Réunion comme entraîneur à l'époque de la Tamponnaise, mais également du club sportif de Saint-Denis, et également formateur auprès de la Ligue. Il a occupé plein de fonctions, et puis il est parti. Il est revenu donc quelques années après pour occuper cette fois le poste de directeur technique régional. En quoi ça consiste? Eh bien, nous sommes partis à la rencontre. Cette interview, on vous la propose en deux parties. La première que vous allez voir dans quelques instants, et puis la deuxième tout à l'heure, après avoir vu quand même quelques images de terrain avec précisément ces 8e de finale de la Coupe de France régionale. Mais tout d'abord, la première partie de cette interview que nous a accordé Jean-Marc Nobillo, le directeur technique régional. Écoutez Alain, j'ai quitté La Réunion en 96, j'y avais passé 8 ans où j'ai réellement appris mon métier. Ça a été un apprentissage dur des fois, dans des contextes passionnés et passionnants, dans des contextes comme le tampon, il y avait une grosse pression. Une grosse envie de résultats, dans un contexte comme Saint-Denis qui était un club qui avait un énorme passé avec un statut différent. Et après j'ai pris beaucoup de plaisir aussi à la Ligue comme directeur du centre de formation et CTF à l'époque, ce qui m'a permis de mettre un pied à l'étrier au centre de formation du Havre en 96 jusqu'en 99. Je reviens même 25 ans après, là où j'ai fait mon apprentissage de ce métier d'éducateur, d'entraîneur, de formateur qui m'a été très utile dans le monde professionnel. J'ai toujours gardé le lien avec La Réunion, que ce soit avec la direction de la Ligue réunionnaise, en particulier avec Monsieur Etève, que ce soit avec l'ensemble des cadres, que ce soit avec un ensemble d'éducateurs. J'ai eu aussi des joueurs réunionnais sous ma responsabilité. L'année où on monte de Ligue 2 en Ligue 1, Guillaume Moirot qui avait fait une saison exceptionnelle. J'ai lancé aussi Zachary Boucher à 16 ans en Ligue 1 sur un match amical et plus beaucoup d'autres réunionnais. Et j'étais aussi à l'origine en tant que directeur du centre de formation d'Auxerre de réaviver un partenariat avec le tampon. Donc je suis resté toujours très très en contact avec le foot réunionnais qui aujourd'hui a de plus en plus d'ambassadeurs dans les centres de formation, voire au haut niveau. Aujourd'hui, vous revenez donc avec un nouveau profil, on dira, on peut le dire comme ça? Je reviens, si vous voulez, avec la même passion pour moi. La même personnalité qui a 30 ans, mais avec une expérience emmagasinée de plus de 170 matchs en manager sur le plan international en compétition de jeunes, avec quasiment 90-100 matchs professionnels, avec des fonctions d'entraîneur de Ligue 1, de Ligue 2, de directeur technique national, de directeur de la formation sur deux grosses académies métropolitaines que sont le Havre-Auxerre, et puis aussi parce que les gens jugent à travers ça avec un palmarès d'entraîneur champion de France, de meilleur entraîneur de Ligue 2, une vainqueur d'une Gambardella, un 8e de finale de Coupe du Monde avec la Côte d'Ivoire, une finale de championnat de France avec le Havre. Bon, voilà, je reviens avec une panoplie beaucoup plus enrichie en termes d'expérience, mais ma seule ambition, c'est pas de l'exprimer, c'est de la faire partager aux éducateurs de La Réunion. Premier état des lieux que vous faites lorsque vous arrivez sur le plan football, qu'est-ce qu'on vous a dit, qu'est-ce que vous avez vu déjà en l'espace de quelques jours? Même si le dossier est en cours de travail depuis quand même ma nomination, je dirais quasi officielle, entre le 15 et le 20 mars par le président Etève en collaboration avec la DTN. Donc ça fait 1 mois et demi que je suis sur le dossier. Je me suis déplacé à la DTN pour avoir une formation parce que moi c'est un métier que je redécouvre, ce métier
directeur technique régional. J'ai suivi les deux équipes U15 féminine et masculine avec Osman Gangat et avec Jacques Lopez. Aujourd'hui, j'ai pris mes fonctions mercredi dernier. Non, je crois que pour résumer, le président a été très clair dans l'ensemble. Il a besoin d'un directeur technique un peu manager. Il y a de la compétence, il y a de la passion. Le foot réunionnais ne repart pas du tout à zéro. C'est quelque chose qui a fait déjà ses preuves. Il faut juste se recréer une dynamique, juste remettre un organigramme réactualisé avec des lettres de mission réactualisées et puis manager ça en tant que manager pour développer des objectifs qu'on se doit de donner encore meilleurs pour les prochaines années. Le premier objectif que vous fixez au cours des prochaines semaines, voire des prochains mois, ce serait quoi? La priorité des priorités? Aujourd'hui, la feuille de route sur les 8 à 9 prochains mois est la suivante. Sur les 3 prochains mois, le président a souhaité que je rencontre tous les clubs de R1 au niveau des staffs seniors et des staffs formation. Donc samedi, je commence avec le tampon. Lundi, ce sera Petite-Île. Mardi, ce sera Saint-Pierroise. Mercredi, ce sera Saint-Joseph. Donc j'ai vraiment pas perdu de temps en termes de plan d'action. Ensuite, le président souhaite que je rencontre aussi d'une manière un peu plus regroupée les staffs techniques, seniors et jeunes des clubs de R2 et de D2. Donc ça, c'est la priorité des priorités. Ça va me permettre, en plus d'avoir rencontré les institutions, je rencontre le directeur de la jeunesse et des sports, M. Fournier, cet après-midi, le directeur du CREP, ses collaborateurs la semaine prochaine, certains responsables du rectorat. Donc j'ai 3 mois d'expertise et d'audit, en plus de rencontrer des composantes du club, des éducateurs, des personnes qui sont peut-être à la retraite, comme Axel Royer, que j'ai revu avec plaisir, comme Alex Ekem, qui ont marqué un peu l'histoire du foot. Donc mes 3 prochains mois sont sur une expertise, une audit, et après, derrière, je pense qu'en août, on déterminera l'équipe technique régionale, structurée, organisée selon un organigramme avec des missions en fonction de mon propre ressenti. Ça, c'est l'organigramme que vous allez mettre en place. Vous, Jean-Marc Nobilo, DTR, vous serez sur le terrain et concrètement, quand ça va se passer, comment vous allez déléguer? Non, je crois qu'aujourd'hui, ma vie a été consacrée au terrain et non pas dans les bureaux. Il y a une partie organisationnelle, il y a une partie structurelle. C'est ce qui vous permet d'être performant et efficace sur le terrain. Mais je vais aller sur le terrain à partir de septembre, puisqu'une fois que l'équipe technique régionale sera réactualisée, redynamisée, nous réenclencherons sur toutes les formations d'entraîneurs avec les cadres techniques de la Ligue, CFF1, 2, 3, les certifications, les recyclages, la préparation du BMF pour 2019. Donc il y a un carnet de route et une feuille de route très complète jusqu'à fin octobre, début novembre, et je pense qu'il y aura des actions qui se mettront en place à partir de janvier-février sur l'année sportive. Jean-Marc Nobilo, que l'on retrouvera tout à l'heure pour d'autres questions intéressantes évidemment sur la fonction qu'il occupera, le rôle qu'il devra jouer, et on va l'espérer de tout cœur que ce football réunionnais, sur le plan de la formation, de l'organisation technique, connaisse un vrai essor au cours des prochaines années. Tout à l'heure, donc, la deuxième partie. Mais tout d'abord, on va continuer avec des images maintenant du terrain, je vous l'avais promis, les 8e de finale de la Coupe de France régionale. Il y a une équipe qui a bien failli créer la surprise, la seule surprise de cette épreuve ce week-end. Il s'agit de l'équipe de la Plaine des Grègues. La Plaine des Grègues, si vous ne connaissez pas, c'est dans les Hauts de Saint-Joseph. Elle joue en 2e division régionale, cette équipe de quartier, avec beaucoup de joueurs de la région du Sud Sauvage, on dirait, et de Saint-Joseph tout particulièrement. Tout d'abord, on va vous présenter cette équipe. On est parti à la rencontre de Frédéric Nativel, ancien joueur et défenseur de l'Excelsior, qui est aujourd'hui l'entraîneur de cette équipe de la Plaine des Grègues. C'était juste avant le coup d'envoi. La Plaine des Grègues, c'est un quartier Saint-Joseph. Ce ne sont pas des joueurs que du quartier, encore moins, je dirais, de Saint-Joseph seulement, non ? Oui, effectivement, non, c'est des gars de Saint-Joseph, c'est des gars qui est passé par l'Excelsior ou Vincent d'Eau, c'est des gars de Saint-Joseph, tout à fait, c'est un groupe Saint-Josephois, on va dire. Il y a des relations avec la politique sportive menée en la matière, Saint-Joseph, c'est-à-dire par rapport à l'Excelsior, aux joueurs qui ne peuvent plus être titulaires là-bas, par exemple ? Non, après, oui, certainement, il y a une convention passée entre différents clubs de Saint-Joseph, et le but c'est de permettre à ces joueurs-là qui n'ont pas pu réussir à l'Excelsior de venir dans les clubs comme la Plaine des Grègues ou autres, Vincent d'Eau par exemple. Voilà. Votre début de saison alors, comment ça se passe ?
Ça va, on a pris match par match, donc 5 matchs où on est monté comment dire ça, un bon en puissance et donc ça va, pourvu que ça tient. Vous êtes actuellement deuxième, si vous deviez rester, voire être premier, comment ça va se passer ? Non, pas du tout. Nous, notre objectif avant tout, c'est le maintien. Et après, moi, le classement, pour le moment, m'importe peu. C'est vraiment prendre le maximum de points pour arriver à notre objectif, le maintien. Voilà. Même vous avez raccroché totalement les crampons en tant que joueur ? Oui, bon, j'ai fait quand même ma licence pour peut-être, on ne sait jamais dans l'année, mais ouais, normalement, oui. Sur le match de cet après-midi ? Écoute, on joue contre le favori, donc le FC Saint-Denis, donc ils sont très bien placés en R1, donc nous on vient là en outsider et on va jouer un petit match, donc pour surtout pas être ridicule, donc voilà. Quand même comme performance, eh bien l'ensemble des meilleurs moments de cette rencontre tout de suite, c'était au stade de l'Est Jean-Yves Oula, Saint-Denis Football Club, Plaine des Grègues. Le Saint-Denis Football Club, ici en blanc, s'est fait une spécialité, marquer, dominer l'adversaire et puis finalement le laisser remonter histoire de partager des points. Sauf que là, il s'agit d'un match de coupe. Et heureusement qu'il y avait des prolongations. Alors on va voir l'essentiel de cette rencontre avec, en jaune et noir, l'équipe banlieusarde de Saint-Joseph qui est dominée en ce début de rencontre, fort logiquement, et qui va encaisser un premier but. Ici, c'est le gardien saint-josephois qui s'interpose, avec d'abord ce débordement pour une balle, pour Andy Permal, petite passe en retrait, le gardien était au pâquerette, ou au safran, tiens. Et c'est Assoumani qui marque le premier but de cette équipe dionysienne. Alors à partir de là, on se dit, l'après-midi sera tranquille, même si Farid Ben Salem, le coach, est en métropole actuellement, suppléé par Jacques Adler, qui est de la bouteille. Mais la réaction, vous l'avez vu, de cette équipe de Saint-Joseph est particulièrement intéressante, puisque Aymeric Dijou, le gardien dionysien, doit intervenir une première fois, puis une deuxième fois, avec un certain brio tout de même, c'est lui qui empêche cette égalisation alors que l'on est à peine à une demi-heure de match, hein. Donc tout est encore possible, le match s'équilibre, les occasions sont même plus intéressantes pour l'équipe de la Plaine des Grègues. On commence peut-être alors à ce moment-là à se poser quelques questions. Mais attention, contre Dionysien comme celui-ci, rapidement mené sur le côté gauche, la possibilité de marquer, le tergiverse un petit peu trop, et à nouveau le gardien Romain Cazard s'en sort bien. Les minutes s'écoulent. Pour l'instant, les Dionysiens sont qualifiés. Jean Nativel, Frédéric sait qu'en deuxième mi-temps, il va falloir essayer de faire quelque chose, mais quand même, en face, c'est une équipe de première division locale qui est bien supérieure sur le papier, sur le terrain également, quand même. C'est elle qui se crée les plus belles occasions. Regardez ici, devant la cage Saint-Josephoise, mais ça ne veut pas rentrer. Ce fameux deuxième but ne veut absolument pas être inscrit. Et les minutes s'écoulent comme cela, tranquillement. On essaie de faire un peu tourner cet effectif du côté de la capitale, mais également du côté de Saint-Joseph. Et à l'ultime minute de cette rencontre, sur ce corner, c'est Jean-Daniel Noël dans un flot de supporters dans les tribunes, fervents supporters, bruyants, mais fort sympathiques au demeurant, qui marque. Mais attention, une marque de la main, regardez, boum, c'est du grand bras même qui a échappé à la vigilance de l'arbitre. Et c'est un but égalisateur qui remet tout en cause, encore une fois pour les Dionysiens, si le match devait s'arrêter là, si c'était un match de championnat, eh bien 2 points chacun. Sauf que il y a là les prolongations. Et dans ces prolongations, même très rapidement, les Dionysiens vont enfin faire la différence, et grâce d'ailleurs à la complicité bien malheureuse du gardien de la Plaine des Grègues, qui a été très bon jusque-là. Il commet une petite faute de main, regardez. Il prend la balle, il la relâche, en tout cas il ne la capte pas comme il faut. Andy Permal, le filou Andy Permal, petit pointu, il ne commet pas de faute. Et il marque le deuxième but qui assassine littéralement l'adversaire, qui avait un peu de mal à ce moment-là à suivre au niveau des jambes. Regardez, ils ont essayé bien d'égaliser, mais sur ce contre bien mené, c'est à nouveau Assoumani qui va marquer le but, le troisième, d'une qualification plus aisée, on dira globalement. Lui qui avait marqué un premier but, donc son doublé. Le Saint-Denis Football Club passe en quart. La Plaine des Grègues n'a pas à rougir. On a tout fait pour égaliser, mais après on a fait des erreurs et à ce niveau-là ça paye cash. Et après sur la fin, on n'avait plus de jus, on a encaissé le troisième but. C'est triste mais c'est comme ça. Vous êtes venu dans l'intention de bien faire quelque chose ?
Bien sûr, il y avait Silas qui avait pris une rincée. On voulait démontrer que pas tous les clubs de L2 allaient se prendre des rafales comme ça. Et voilà, on a tout donné. C'est un bon match pour la suite, ça peut être pour le championnat, non? Oui, surtout dans l'intensité, ça va beaucoup plus vite, ça va nous aider pour enchaîner les autres matchs. Dans l'autre match de la poule B, on a voulu savoir comment allait se comporter l'équipe de Saint-Benoît. Vous savez que Saint-Benoît, depuis quelques années, connaît quelques difficultés pour organiser son football. Et puis depuis cette année, donc, il y a une équipe qui s'appelle l'Union Sportive de Saint-Benoît, l'USB si vous préférez. Ça vous rappelle quelque chose de ce sigle USB, qui est un petit peu le porte-drapeau aux côtés d'autres équipes comme l'évêché de ce football bénédictin. Eh bien, l'USB était confronté à la Saint-Pauloise. La Saint-Pauloise qu'on n'avait pas eu l'occasion de voir depuis le début de la saison. C'était le moment de le faire. Un match qui s'est disputé au stade Yuri Gagarin de la Position, vous le savez, parce que le stade de Paul-Julius Bénard de Saint-Paul nécessite des travaux qui ont fait qu'il est fermé actuellement ce stade. Et c'est donc en déplacement sur terrain neutre que les Saint-Paulois ont accueilli les Bénédictins. Pas de surprise et pourtant des Bénédictins qui avaient bien failli se mettre à l'abri très rapidement. Le résumé de cette rencontre et des interviews pour vous permettre de mieux connaître ces deux formations. Comment ça s'est passé un petit peu dans la préparation pour Saint-Paul aujourd'hui? La préparation, ça a été, comme on dit, hein, nous on se prépare à tous les matchs. Même si aujourd'hui c'est un match de coupe, ça ne change rien. Et voilà, on a été... Quand on regarde les 20 premières minutes, on sent quand même que Saint-Benoît est présent dans le jeu. Dommage pour les actions ratées. C'est dommage pour les actions ratées. On a eu un beau jeu au début, pendant 25 minutes de jeu. Après, c'est vrai qu'on prend un but, on va dire, sur un hors-jeu. Là, les joueurs ont tendance à baisser un peu le bras. Ce n'était pas le cas. Normalement, on devait continuer à jouer. C'est un match de coupe. Il faut y aller, quoi. Et pourtant, cette équipe de Saint-Benoît avait démarré cette rencontre sous les meilleurs auspices en se créant pas moins de 3 occasions. Les Bénédictins sont en blanc, je vous le précise. Ils sont donc sur cette première attaque sur le point de véritablement bien inquiéter le gardien. Le Saint-Paulois Étienne Leroy, regardez, ça joue plutôt bien cette frappe que le gardien Saint-Paulois parvient à claquer en corner. Ça, c'est la première occasion. Bon, on se dit, ça ne va pas trop durer. Pourtant, quelques minutes plus tard, alors que les Saint-Paulois sont toujours à la recherche, sans doute, de leur marque, ils se vont surprendre une deuxième fois avec une recherche quand même constante de provoquer, de créer du jeu du côté de l'adversaire de l'Est, avec un bon centre qui est repris de demi-volée et une nouvelle claquette d'Étienne Leroy qui sauve la mise pour son équipe une deuxième fois. On joue à peine depuis 15 minutes. Et puis il y a une troisième occasion alors que les Saint-Paulois pendant ce temps n'ont pas encore réussi vraiment à mettre le nez à la fenêtre. Et cette frappe qui est renvoyée un petit peu en catastrophe par les défenseurs Saint-Paulois. Donc 3 occasions mais toujours 0-0 au tableau d'affichage. Et c'était là sans doute le vrai problème parce qu'après les choses vont changer. Le schéma proposé au départ, c'est utiliser les côtés, c'est ça? Non, pas forcément. Donc jouer, faire ce qu'on sait faire d'habitude. Donc partir avec le gardien, ressortir très bas le ballon et puis d'essayer d'emmener le ballon le plus haut possible. Là, comme Sylvestre disait, donc on prend un but, à mon avis, sur un jeu. Bon, il faut plutôt voir les images. Après, voilà, donc on se sent un petit peu lésé, donc on attend un petit peu. Puis on va à la mi-temps avec 1-0 et on prend un but tout de suite à la reprise de la seconde période. Après, ça devient un peu plus compliqué, donc on doute un petit peu, mais on n'a pas arrêté de jouer, quoi. Et ce sont les Saint-Paulois qui vont finalement ouvrir le score en cette première mi-temps. Il est parti à la limite du hors-jeu, voire même en position de hors-jeu. Toujours est-il qui se présente seul face au gardien bénédictin. Et cette fois, pour la première véritable occasion saint-pauloise, c'est l'ouverture du score, un but à 0. Allez, Nicolas Soreya, il sait qu'il a marqué dans les limites de l'acceptable, on dira, même si notre caméra ne peut pas tout voir, mais c'est vrai qu'il y avait peut-être quelques dizaines de centimètres de hors-jeu qui a échappé à tout le monde. Un but à 0 à ce moment-là, et c'est tout à leur honneur que les Bénédictins ne contestent pas plus cette action de jeu. Nicolas Soreya très sûr dans son duel et qui fait la bonne paire avec d'autres garçons comme le capitaine de cette équipe, Jérémy Fétissois, qui est le vrai métronome de cette équipe saint-pauloise, des Saint-Paulois qui se créent d'autres occasions. Regardez, mais là ça passe juste à côté. Jérémy Fétissois qui fait l'objet de commentaires plutôt élogieux de la part d'un de ses coachs. On a toujours Fétissois.
comme métronome de cette équipe. Hein. Toujours. Jérémy, on essaie justement de le gérer parce qu'il arrive à un âge où le championnat est encore long. Donc voilà. Donc après, on sait que sur ces matchs-là, il est toujours présent et il arrive à amener le groupe où il faut, quand il faut. Et au bon Notamment moment. dans ses passes aussi. Notamment. On l'a surtout pour ça. Hein. donc voilà. Et en seconde mi-temps, les Saint-Paulois vont marquer un deuxième but à la suite de cette faute en pleine surface de réparation. Un tacle un petit peu tardif du défenseur bénédictin. Et ce pénalty sera tiré et réussi par Jérémy Fétissois, précisément le joli contre-pied 2-0. La Saint-Pauloise se rassure. Hein. Elle voulait se qualifier pour rester dans cette dynamique dans laquelle elle se trouve en ce début de championnat, puisqu'elle a fait de belles remontées ces dernières semaines. Et ça ne pourrait que leur apporter encore plus de satisfaction, alors que du côté de l'USB, il faudra encore y croire. Mission accomplie pour Saint-Paul. Ouais, on va retenir seulement la qualification, hein, c'est sûr. Hein, on va dire dans ce genre de compétition, la Coupe de France, c'est la qualif. Il faut avancer pas à pas. Le travail a été fait, les garçons ont respecté ce qu'on avait à faire, parce qu'on a une semaine quand même où on sait, la semaine prochaine, on a un gros match. Donc il fallait préparer quand même cette semaine. Donc on a senti qu'ils avaient un petit peu les jambes un petit peu lourdes tout au long du match. Donc voilà. Mais bon, on va obtenir la qualification. Il faut aussi féliciter l'équipe adverse, une belle petite équipe. Qui a posé quand même problème pendant 25 minutes. Tout à fait. Donc c'est pour ça que les garçons du coup ont eu un peu de mal. Ça a compliqué encore un petit peu plus la donne. Mais bon, voilà, on va dire qu'ils ont fait le boulot et c'est surtout ça l'essentiel. Union Saint-Benoît, donc c'est un club qui a été créé, ça fait 2 ans, donc l'année dernière c'était ASM Bras-Fusil, club de quartier. Là, on a voulu redonner on veut donner une image haute de ce club-là. Donc à Saint-Benoît, il n'y a plus de club, il n'y a pas de club actuellement qui représente la ville, c'est des clubs qui représentent des quartiers. Donc nous, on a voulu redonner un petit peu ce que Saint-Benoît doit mériter, quoi. Utiliser le football comme lien social, vecteur social. De toute façon, c'est notre objectif, donc vraiment créer du lien avec l'ensemble de la population. Surtout, on a recruté cette année des jeunes, pas mal de jeunes issus de la ville. Donc voilà, c'est ce qu'on souhaite pour les années à venir. Du coup, les objectifs de ce club-là? Le maintien le plus rapidement possible, et puis si on peut aller plus loin, on verra. Au vu du match contre Saint-Paul, on peut jouer un peu plus que le maintien. On va essayer de jouer un peu plus haut que le maintien, mais bon, il y a d'autres équipes qui sont favoris actuellement. Donc on va essayer de jouer, prendre les points au fur et à mesure, et puis après le reste, ça va être du bonus. Là, du coup, on se retrouve avec pas mal de jeunes. Ça montre aussi qu'il y a un vivier de jeunes à Saint-Paul et qui peut aussi emmener cette équipe-là et vers d'autres cieux, notamment en championnat, et estimer peut-être à une place plus convenable que l'année dernière déjà. Effectivement, c'est-à-dire que nous on se repose sur notre formation. On sait très bien qu'à la Saint-Pauloise on a un bon vivier, donc on s'appuie là-dessus et c'est comme ça que je pense qu'on pourra d'ici 2 ou 3 ans avoir quelque chose de potable. Mais pour l'instant, voilà, on essaie d'avoir ce mix entre les jeunes, les moins jeunes et les plus vieux pour que justement voilà, on arrive à la fin au bon port sans pour autant aller courir derrière quoi que ce soit et aller se faire mal à la gorge pour rien du tout. Du club du coup? Non, c'est le maintien. C'est le maintien. Après, peut-être l'année prochaine, pour la montée, peut-être l'année prochaine. Pour l'instant, c'est le maintien. Ouais. C'est dur de voir le maintien avec Axel Adras. C'est toujours à la montée, non? Oui, dans la tête, oui. Mais après, pour voir. Peut-être après en deuxième partie championnat, peut-être, d'après comment on est placé, peut-être. Mais pour l'instant, il reste le maintien. Je vous l'avais dit, il n'y avait donc pas de véritable surprise à l'issue de ces 8e de finale de la Coupe de France régionale, sauf le SDEFA qui est parti gagner à l'extérieur. L'ensemble de ces résultats et qualifications. D'abord dans le groupe A, victoire de la F Saint-Louis sur Étang Saint-Leu 4-0, du FC Parfum, c'est le rescapé de la 2e division régionale et leader d'ailleurs dans son championnat, 3-2 face à Bois-de-Lille, la Jeanne d'Arc 5-0 face à Belmencano.
Qualification également de la Saint-Pierroise 7-0 face à Bracreux, de la Sainte-Louisienne 4-0 face à la JS Ouest, la Saint-Pauloise 2-0 face à l'USB, on l'a vu, Sainte-Marienne 6-0 face à l'Étoile du Sud et l'Auxalopard a eu un peu de mal mais s'est qualifié tout de même aux dépens de la ligne Paradis. 4-2, toutes les équipes à domicile et de première division à part le FC Parfum ont donc gagné et se sont qualifiés, tout comme l'Excelsior, le carton du jour 17-1 face à Sillaos, la Capricorne petitement mais ça suffit face au Saint-Pierre 1-0, le Saint-Denis Football Club dans les prolongations, on l'a vu. Trois-Bassins se fait surprendre au tir au but par le SDEFA qui se qualifie là-haut. La Tamponnaise gagne 4-0 face à la JS Saint-Denis. Qualification de Sainte-Suzanne dans les prolongations face à Grandbois 2-1. Petite-Île 2, Évêché 0. Et Marsouin au tir au but gagne face à la Bretagne. On retrouve maintenant notre invité Jean-Marc Nobilo, le directeur technique régional, pour la deuxième partie de l'interview qu'il nous a accordée, voir quelles sont, si ce n'est ses ambitions, en tout cas ses ambitions pour le football réunionnais. Jean-Marc Nobilo à notre micro. Dans cette feuille de route, il y a une place pour la sélection de la Réunion ? Oui, le président m'a demandé de jouer un rôle de consultant, à savoir que j'ai énormément de travail en tant que DTR sur la formation des cadres, la formation des jeunes, le développement des pratiques, les structures de performance. Concernant la sélection de la Réunion, je vais surtout jouer un rôle de consultant, d'avis, plus qu'autre chose, mais mon cœur de métier, ce sera tout ce qui est formation et le football de 6 à 20 ans. En termes d'image médiatique, les gens, on le sait malheureusement ou pas d'ailleurs, s'accrochent à la vitrine, c'est ce qui se voit le plus. L'équipe première des clubs, la sélection de la Réunion s'il y en a une, les résultats, les buts et les joies principalement. Est-ce qu'à ce niveau-là, il y aura quelque chose à faire également pour, on dira, promotionner le football réunionnais au regard du public en général ? Je crois que ça c'est plus un domaine marketing, communication, administratif sur lequel je peux bien sûr proposer quelques idées. Sur le plan du haut niveau qui est la R1, voire la R2, je pense que toutes les actions qui vont être mises en place sur un plan d'action des 3 ou 4 prochaines années, c'est uniquement dans un objectif de relever ce niveau-là. Comment le relever aujourd'hui ? Vous avez un très bon travail qui a été fait de 6 à 15 ans, à 16 ans sur les années, même s'il faut peut-être le redynamiser. C'est ce que j'appelle le travail de la première chance. Par contre, sur le plan du 17 ans, sur le plan du 20 ans, vous avez une déperdition de licenciés et je crois que le président m'a demandé de mettre en place des structures où on doit continuer à préparer les joueurs pour qu'ils aient éventuellement une deuxième chance pour le milieu professionnel et pour renforcer les équipes premières. Donc ça c'est pour le football purement régional. Sur la sélection, j'ai envie de vous dire, dans tous les pays, Réunion ou ailleurs, dans tous les clubs, l'équipe première est importante. Elle sort d'une médaille d'or brillamment gagnée avec un doublé d'ailleurs, féminin, masculin. Je crois qu'il faudra aller défendre ses chances de la meilleure manière qu'il soit. Mais je vous le dis, c'est pas mon objectif prioritaire. C'est un objectif de consultation. Bien sûr, je suis très, très concerné là-dessus et il faudra bien sûr essayer de faire partager son expérience aux différents staffs qui seront mis en place. Mais mon objectif prioritaire aujourd'hui, c'est formation des jeunes, formation des cadres, pôle performance et développement des pratiques. Rien ne vous fait peur en conclusion dans les missions qui vous sont assignées ? Non, pas spécialement, parce que je crois que la plupart des éducateurs qui sont en place, je les ai connus il y a 20-25 ans. Il y a beaucoup de joueurs que j'ai côtoyés qui aujourd'hui sont cadres techniques en R1, R2, assistants. J'ai rencontré avec beaucoup de plaisir au dernier pitch beaucoup d'ex-stagiaires du centre de formation qui sont en activité. Les cadres techniques, que ce soit Haussmann, je l'ai eu en stage il y a 25 ans. Je l'ai reçu au Havre pour une semaine de formation. Jacques Lopez, je l'avais mis en place. Claude Lewis, il était joueur. Donc, si vous voulez, j'ai l'avantage de connaître un peu non seulement la mentalité, la géographie, mais aussi les personnes. Je crois que ces personnes, ce sont des bonnes personnes qui ont besoin juste à un moment donné qu'on définisse des directions bien précises, qu'on utilise leurs compétences, leur savoir-faire, et de manière à faire pas un bon carry, mais un très bon carry. Et ça, vous savez faire ? Je pense que j'ai appris à le faire. Il y a une trentaine d'années, je crois que j'étais un peu plus incisif, un peu plus impulsif, un peu plus chaud, un peu plus sanguin, un peu plus jeune tout simplement. Et je crois que l'expérience dans tous les pays où je suis passé, j'ai travaillé dans des endroits pas faciles, le Liban, les Émirats Arabes Unis, l'Afrique noire, ça vous aide à construire une personnalité en vous disant qu'aujourd'hui, ce qui est important quand même, c'est de manager les hommes avant de manager les fonctions pour atteindre des objectifs.
Voilà, on leur souhaite à lui, évidemment, à l'ensemble de l'équipe technique de ce football réunionnais de travailler avec sans doute un peu plus de sérénité et d'efficacité au cours des prochaines années. Allez, le week-end prochain, retour à la compétition pour les équipes en championnat, notamment de la première division régionale, avec un programme intéressant. Regardez celui-là, ce match-là, tout d'abord, Saint-Pauloise, Saint-Pierroise, Marsouin de Saint-Leu, AF Saint-Louis, Excelsior Tamponnaise, Capricorne Jeanne d'Arc, Sainte-Marienne Auxerre Léopard, Saint-Louisienne Saint-Denis Football Club et Sainte-Suzanne Petite-Île. Voilà ce qui vous attend pour nos émissions de lundi prochain, 19h30 et mardi soir, 19h45. Mais déjà demain, si vous aimez le sport automobile, demain soir, on vous propose à 21h un long résumé de pratiquement 1 heure du deuxième rallye de la saison qui s'est disputé samedi après-midi du côté de Saint-Leu, de Saint-Louis, sous un chaud soleil. Une deuxième victoire pour Thierry Laolong sur sa Fabia R5. Grosse bagarre, dans le bon sens du terme, entre plusieurs pilotes. Donc un long résumé que je vous propose de vivre avec nous. Si vous aimez le rallye automobile, demain soir, mercredi donc à 21h. Sinon, si vous n'êtes que football et que football, lundi prochain 19h30 et mardi soir à 19h45. Excellente semaine et à très bientôt. Salut. Et 9, et 10, et 11 recyclent avec 974 Foot, premier centre VHU triplement certifié ISO à La Réunion, pièces détachées de toute marque.